Ayant fait son apparition en 1969, le London Interbank Offered Rate, LIBOR, est un taux de référence utilisé pour calculer le taux moyen auquel les banques s'accordent entre elles des prêts à court terme. Chaque jour, les banques sont interrogées pour savoir à quel taux elles prêteraient de l'argent à d'autres banques et c'est la moyenne de ces taux qui détermine le LIBOR. À l'origine, le LIBOR n'avait pas pour but de devenir un taux de référence pour le marché tout entier. Il a été utilisé au départ car un groupe de banques souhaitait prêter de l'argent à des clients étrangers. Et personne n'avait encore jamais effectué de prêt à taux variable à cette époque-là. Aujourd'hui, le LIBOR est donc un taux variable utilisé dans un bon nombre de transactions. Avec l'explosion du marché des swaps, qui a été multiplié par 10 dans les années 2000, le LIBOR est devenu une référence incontournable au sein du marché des dérivés. Seulement, après la crise de 2008, plusieurs choses ont changé. Les banques et les régulateurs ont reconnu les risques associés aux prêts et emprunts sans garantie. Or, les taux de ces derniers sont ceux donnés par les banques chaque jour afin d'établir le LIBOR. De plus, les exigences sur le capital des banques ont évolué et ont donc impacté leur manière de se financer. Les prêts sans garantie entre les banques sont devenus bien plus rares, donc les taux annoncés par les banques chaque jour se basaient sur un volume de transactions bien plus faible. Aujourd'hui, le LIBOR est donc basé sur un volume journalier de transactions de 500 millions de dollars, ce sont les prêts sans garantie accordés entre les banques, alors qu'il est utilisé dans un volume journalier de transactions de près de 200 000 milliards de dollars, principalement le marché des dérivés. C'est ce déséquilibre qui cause problème avec le LIBOR. Mais alors qu'est-ce que le SOFR et en quoi est-il mieux que le LIBOR? Le SOFR, Secured Overnight Financing Rate, est une mesure générale du coût des emprunts de liquidité au jour le jour, garantie par des titres du Trésor américain sur le marché des pensions livrées, aussi appelé delivery repo. La pension livrée est l'opération par laquelle l'emprunteur cède au prêteur des valeurs ou titres. Le prêteur a le droit d'utiliser les titres durant la période de prêt, mais est obligé de les retourner à l'emprunteur à maturité, sauf si ce dernier ne rembourse pas les prêts. En clair, si l'emprunteur fait défaut, le prêteur peut garder les titres, c'est sa garantie. Le SOFR vise à remplacer le LIBOR d'ici 2022. Mais en quoi le SOFR est-il plus intéressant que le LIBOR? D'abord, contrairement au LIBOR, le SOFR est un taux d'emprunt avec comme garantie des titres du Trésor américain, donc moins risqué. De plus, le SOFR indique le coût de prêt et d'emprunt pour un plus grand panel de participants. Les transactions sur lesquelles se base le SOFR incluent des asset managers, des entreprises, des compagnies d'assurance, des fonds de pension et pas seulement le marché interbancaire comme pour le LIBOR. Mais surtout, le SOFR est entièrement basé sur des transactions et le marché sur lequel il est établi représente un volume journalier de transactions de 750 milliards de dollars, contre, on le rappelle, 500 millions de dollars pour le LIBOR. C'est près de 2000 fois plus. Cependant, le SOFR est un taux au jour le jour, donc il est nécessaire de modéliser une structure par échéance avec des maturités différentes, afin d'estimer quels seront les taux futurs. C'est justement ce sur quoi est en train de travailler la Commission des taux de référence alternatifs, la ARCC en anglais. À ce jour, 2900 milliards de futurs SOFR ont été tradés en valeur notionnelle. Et en ce qui concerne la dette, plus de 41 milliards de dollars d'obligations à taux variable, utilisant le SOFR comme support, ont été émises, avec comme principaux émetteurs la Federal Home Loan Bank, Fannie Mae et Freddie Mac. Un problème persiste pour 2022. Comment gérer les milliers de milliards de dollars de contrats encore liés au LIBOR? Des mécanismes, appelés fallback language, avaient été prévus au sein des contrats, mais partaient du principe qu'une interruption de la publication du LIBOR ne serait que temporaire et non permanente. Enfin, pour compliquer encore plus les choses, ce fallback language n'est pas uniforme au travers des classes d'actifs. Par exemple, pour les prêts étudiants, il serait nécessaire d'obtenir des taux de la part des banques, où le LIBOR prendrait sa valeur la plus récente. En d'autres termes, le LIBOR deviendrait dans ce cas précis un taux fixe. En tout cas, les choses ont été rendues claires. Bientôt, le LIBOR ne sera plus considéré comme un taux de référence par l'USCO, l'International Organization of Securities Commissions. Tous les acteurs du marché sont invités à vérifier leurs contrats et à identifier ceux ayant une exposition au LIBOR afin de la réduire en réécrivant des contrats basés sur le SOFR. Pour ce faire, Bloomberg nous propose de plus en plus de fonctions permettant de faire la transition
notamment la fonction Mars qui permet de calculer la sensibilité d'un portefeuille au Libor et la fonction swapmaster-fixed offer qui permet de pricer un swap basé sur le SOFR.